Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'ambition de notre panel aujourd'hui, ça va être de dialoguer, de vous écouter, témoigner, illustrer autour de la question de l'influence politique de la presse écrite d'actualité. La presse écrite d'actualité, c'est un espace privilégié de débat. On le sait, les unes sont des véritables messages politiques et sociétaux. Les audiences numériques n'ont fait que croître ces dernières années et ont atteint des records historiques pendant la pandémie, et notamment la première vague, avec des records historiques d'abonnement sur le digital. La publication d'enquêtes peut lancer un mouvement, créer, animer les débats de notre société. Cette presse d'actualité peut faire émerger des personnalités, faire et défaire des réputations. Même les patrons de la tech témoignent d'un attachement très particulier aux versions papier de cette presse. La pluralité bien représentée dans ce tour de table que je vais introduire, c'est une belle illustration de la liberté de choix et de pensée permise par la presse d'actualité. Dans le panel, en présentiel et en distanciel, nous avons d'abord Marie-Christine Tabé, qui est directrice adjointe des rédactions du Parisien. Nous avons Sylvain Courage, rédacteur en chef de l'Obs. Hervé Gattegno, directeur des rédactions du JDD et de Paris Match. Nous avons Guillaume Roquette, directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Et en distanciel, Étienne Gernel, directeur du Point, et Jérôme Chapuis, rédacteur en chef de La Croix. On commence, Sylvain, par vous, si vous le voulez bien. L'Obs, on le sait, est un journal engagé qui revendique son appartenance à ce qu'on appelait la deuxième gauche. Vous me le rappeliez, sa mission historique, c'était d'animer le débat de la gauche et de permettre à la gauche d'accéder au pouvoir. Naturellement, dans ce cadre-là, les campagnes présidentielles sont des moments très importants pour l'Obs, et d'ailleurs pour les news en général. Pouvez-vous nous décrire, Sylvain, comment votre journal suit une campagne, comment les unes des news se concurrencent, se croisent, font émerger, voire adoubent des personnalités? Oui, effectivement, les hebdomadaires, par leur couverture, ont une fonction de précurseur. C'est eux qui doivent éclairer les tendances. Et c'est une longue histoire à travers nos couvertures. On peut repasser en revue toute l'histoire de la Ve République. Mais pour prendre des exemples récents du rôle de l'Obs, qui a évidemment une faveur pour la gauche social-démocrate de gouvernement, on se souvient, par exemple, à l'automne 2015, de cette couverture consacrée à Ségolène Royal. Et si c'était elle, qui a eu un rôle majeur dans l'émergence de cette personnalité politique qui n'était pas vraiment prévue par les partis. Donc on voit là que la presse peut avoir un rôle d'adoubement. Ça a été de nouveau le cas au sujet d'Emmanuel Macron, pour prendre un exemple encore plus récent, puisque dès mars 2016, nous titrions « La fusée Macron, son plan secret pour 2017 », et c'était vraiment là les signes avant-coureurs de toute la trajectoire d'Emmanuel Macron. Et chaque élection présidentielle est l'occasion à nouveau de cette effervescence et l'occasion pour les hebdos de dessiner les tendances. Alors là, la saison s'ouvre. Et jusqu'en avril 2022, vous allez voir fleurir des couvertures, ça se bouscule au portillon, et donc il y a un rôle important dans la sélection des candidats et donc dans la vie démocratique à ce moment-là, au moment de l'élection présidentielle. Étienne, vous êtes en distanciel, vous nous entendez. À l'inverse de l'Obs et de ce que vient de dire Sylvain, vous revendiquez le fait que Le Point ne se revendique d'aucun parti politique et revendique même le fait d'ouvrir ses pages à toutes les opinions. Et je crois que c'est même un élément fondateur de sa création. Vous insistez souvent sur l'idée que la presse écrite d'actualité est un espace d'audace et de référence. D'ailleurs, vous le rappeliez, cette presse, votre presse, n'a jamais été autant attaquée, autant poursuivie. Une des preuves supplémentaires peut-être de son influence et de sa force de prescription. Pouvez-vous, Étienne, nous illustrer via des exemples de grandes enquêtes, de grands interviews, de grandes affaires et décrire l'impact de ces grands sujets ? Écoutez, si vous voulez citer des grandes enquêtes qui ont eu un impact colossal sur la vie politique ou sur la vie publique en général, ces dernières années, dans Le Point, vous avez eu l'affaire Bettencourt, évidemment, qui a été révélée dans Le Point. Vous avez eu l'affaire Big Malion, plus récemment l'affaire des fadettes. Et en général, la presse écrite sort les grandes affaires qui bousculent les événements, mais Le Point en a pris une bonne part ces dernières années. Et puis c'est vrai, il y a les interviews. Les interviews, c'est absolument colossal. Regardez l'interview de Macron en août 2017, sa première interview en tant que président. Il a choisi Le Point, 20 pages, ça durait 3 heures l'entretien. Et cet entretien, ce numéro,
figure encore sur les étagères de toute la Macronie. Pourquoi ? Parce que c'est le vrai manifeste, c'est ce qui dure, c'est ce qui reste. Voilà, il y a des choses qui flottent sur les réseaux et puis qui coulent après et qui disparaissent. Nous, ce qu'on fait, c'est du durable, c'est quelque chose qui se regarde. Pourquoi ? Parce que c'est travaillé, c'est ça le journalisme. Ça sert à ça, il faut faire sortir aux gens ce qu'ils ont au fond d'eux-mêmes et du coup, ça reste. Et effectivement, vous l'avez dit, on est poursuivi en justice. Alors moi, je passe un temps fou devant les tribunaux. Encore il n'y a pas très longtemps, Bertrand Cantat, qui nous poursuivait pour une enquête sur son passé de violence envers les femmes. Et oui, on est poursuivi. Pourquoi est-ce que l'internaute, le tweetos, qui raconte n'importe quoi sur les réseaux est peu souvent poursuivi, et nous tout le temps ? Parce que ce qu'on fait, ça reste, ça dure, et c'est prescripteur. Voilà ce qu'on fait, on fait du lourd. C'est ça qu'on fait dans la vie. Hervé Gattegno, vous insistez souvent de votre côté sur la responsabilité de la presse écrite. C'est très intéressant parce que vous êtes à la tête à la fois du JDD et de Match, donc des titres assez complémentaires, vous allez y revenir. Vous dites que la fonction et la responsabilité de la presse d'actualité, de la presse écrite d'actualité, c'est d'aider les gens à comprendre ce qui se passe. Vous dites à propos du JDD que c'est un journal engagé, mais pas marqué politiquement, que c'est un lieu de débat, que c'est un espace dans lequel vous poussez vos invités à faire des propositions plutôt qu'à s'opposer. L'exemple de la pandémie est assez intéressante et édifiante. Pouvez-vous nous raconter comment vous vous attachez à éclairer les modalités de la gestion de l'épidémie dans le monde ? Quelles sont les comparaisons que vous utilisez puisque finalement tout le monde est logé à la même enseigne ? Comment vous vous positionnez en contre-champ de l'esprit peut-être un peu français, défaitiste français, en racontant des réussites, en valorisant, en insistant sur les progrès plutôt que les échecs ? Oui, les deux journaux que j'ai la chance de diriger sont très complémentaires dans leur ADN. Ce sont deux journaux très influents. La meilleure preuve, c'est que tout le monde veut y être. J'ai conduit chaque semaine des grandes personnalités de la politique ou des affaires qui veulent être dans le JDD ou dans Paris Match, mais évidemment, on ne peut pas accueillir tout le monde et puis c'est nous qui décidons. Mais c'est un bon signal de notre influence et moi, j'ai coutume de dire que notre influence, elle découle de notre esprit d'ouverture. C'est ça le secret de l'influence du JDD comme de Paris Match. Pour le JDD, on le sait, c'est le lieu des grandes interviews politiques qui font référence en fin de semaine et jusqu'au début de la semaine quand on a bien réussi notre coup. Et puis dans Paris Match, c'est la découverte des grands personnages. Donc d'un côté, on a le débat d'idées et vous l'avez dit, le critère que nous essayons de fixer au JDD quand on accueille des gens en interview, c'est que pour ceux qui gouvernent, ils nous expliquent et ils justifient leur politique, et pour ceux qui ne gouvernent pas, qui ne se contentent pas de s'opposer, mais qui s'efforcent de proposer. Ça, pour nous, c'est une condition sine qua non. Et puis dans Paris Match, on fait découvrir les personnages de la vie politique comme les Français n'ont pas l'habitude de les voir. Ça veut dire qu'on s'approche au plus près d'eux, donc on est dans une forme de proximité avec eux, mais qui n'est pas une connivence. On ne fait de cadeaux à personne. Bienveillante, mais... Donc, on prend nos risques, vous l'avez dit, le maître mot, c'est la responsabilité. Donc, dans l'affaire des Gilets jaunes, le JDD relaie un appel des Gilets jaunes modérés pour essayer de casser la dynamique de violence de ce mouvement. C'est très important à ce moment-là et ça suscite énormément de réactions. Sur la pandémie, on voit à un moment donné, il y a de cela quelques mois, c'est ce qu'on appelle le grand bazar. Les Français n'y comprennent plus rien, on ne sait plus comment on fait pour tester, pour mesurer l'impact de l'épidémie sur nos vies. Et puis, quelques temps plus tard, le défaitisme français l'ayant emporté sur tout le reste, on se dit, oh là là, en France, il n'y a plus rien qui va, alors qu'ailleurs, ça marche mieux. Nous, on fait ce que les journalistes savent faire aussi, c'est-à-dire du comparatisme. On regarde ce qui se passe ailleurs et on se rend compte subitement que non, la France n'a pas vraiment tout faux. Donc on a cette responsabilité-là. Ce sont deux journaux qui sont très engagés, qui parlent énormément des pouvoirs, mais qui ne sont pas alignés parce qu'on n'a aucune chapelle, on ne roule pour personne. Et donc on prend nos responsabilités aussi de temps en temps pour être dissonant. Dissonant dans le sens où effectivement on essaye d'envoyer des ondes positives. En France, il y a énormément de choses qui marchent. Il y a énormément de gens qui réussissent des choses, on les met en valeur dans les deux journaux, et puis on prend nos risques aussi en faisant des contre-enquêtes qui parfois vont à contre-courant. Dans le journal du dimanche, sur la prétendue affaire libyenne visant Nicolas Sarkozy, on démonte semaine après semaine le dossier et on se rend compte que finalement, ça n'est pas forcément ce que tout le monde a raconté. Et puis,
dans Paris Match, on prend nos risques, on publie les images exclusives de l'arrestation de Pavlensky, l'agitateur russe qui a mis en cause Benjamin Griveaux. Et donc, oui, on prend nos responsabilités, quitte à aller en justice. Vous le savez, en France, on n'a pas le droit, normalement, de montrer une image comme celle-là. Paris Match montre les images de la réalité. Et si parfois c'est risqué, on l'assume, on considère que ça fait partie des responsabilités de la presse. Guillaume Roquette, on l'a dit tout à l'heure, les unes des magazines peuvent avoir un impact majeur sur le débat public. Pouvez-vous nous raconter le choc et l'impact de la une que vous avez faite que le Figaro Magazine a fait sur l'Arménie, à la fois en termes de prise de conscience, mais aussi en termes de décision? Oui, c'est donc une couverture qui date de novembre dernier. Je refixe le contexte en quelques instants. À l'automne 2020, l'Azerbaïdjan envahit une partie de l'Arménie, une région qu'on appelle le Haut-Karabakh. Et il y a une sorte de sidération en Europe, avec très peu de réactions des responsables publics, alors même qu'il s'agissait d'une agression caractérisée. Et donc nous décidons au Figaro Magazine d'envoyer une équipe sur place avec un photographe, parce que l'image c'est très important pour la presse magazine, et puis avec le journaliste écrivain Sylvain Tesson qui travaille régulièrement pour le Figmag. Et il y a une rencontre incroyable avec une femme qui est isolée, qui regarde ce qui est en train de se passer, son destin qui est en train d'être bousculé, et c'est cette femme que nous décidons de mettre en couverture du Figmag. Et en fait, l'impact, il va être très important, il va être double. D'abord, un impact politique, parce que à la suite de cette couverture, on aura des appels de parlementaires de tous les partis qui nous disent « mais comment peut-on faire pour réagir ?» Et ça donnera l'occasion de prise de parole solennelle à l'Assemblée nationale, au Sénat, pour protester devant ce qui se passe. Et puis, la presse magazine, ça sert aussi à mobiliser les consciences. Et donc, il y a un certain nombre de personnalités, de Jean Dujardin à Alain Delon, de Stéphane Bern à Michel Onfray, qui vont prendre la parole dans le Figaro Magazine pour soutenir cette cause. Ce qui est important vraiment avec la presse, et le terme a déjà été employé, c'est qu'elle est prescriptrice. Sylvain Courage et l'Obs représente la sensibilité de la gauche social-démocrate. Le Figaro Magazine, c'est plutôt la droite libérale, et c'est donc pas surprenant que Nicolas Sarkozy, à la fois en 2007 et en 2012, avait choisi le Figmag pour annoncer sa candidature. Et à l'époque, on lui avait dit « mais pourquoi n'avez-vous pas pris plutôt le 20h de TF1 ?» Et il disait « parce que l'écrit, ça imprime ». Et alors ça a l'air comme ça d'une évidence, mais c'était important de montrer que pour expliquer son programme, pour dire ce qu'il voulait faire, le fait d'imprimer les choses avait davantage d'impact dans l'opinion. Et les télés et les radios, c'est formidable, mais ça venait après pour lui. Marie-Christine Tabbé, Le Parisien, on le sait, est un grand journal populaire. Il se singularise par sa capacité à traiter des sujets qui concernent tout le monde. Il n'y a pas de chapelle particulière. Son influence, on le dit souvent, réside justement dans sa capacité à faire émerger des questions de société en proximité avec les citoyens. On dit souvent que Le Parisien, c'est une des grandes sources des revues de presse des autres médias, notamment de la télé et de la radio. On sait que le choix d'une une peut constituer une traînée de poudre. Alors, l'exemple que j'ai en tête, même s'il date un petit peu, c'est notamment la couve avec François Hollande qui avait été qualifié de Monsieur Bricolage. Est-ce que vous pouvez nous raconter, nous illustrer ces points ? Absolument. Donc le mot-clé, le mot essentiel dans ce que vous avez dit, c'est populaire. C'est-à-dire que Le Parisien, c'est un grand quotidien populaire qui s'affirme en tant que tel, un des derniers. Donc, il n'a pas d'engagement, il n'a pas de chapelle, il n'a même pas de famille. C'est-à-dire que personne n'attend Le Parisien pour savoir s'il faut voter plutôt pour Ségolène Royal ou pour François Hollande ou pour Nicolas Sarkozy. Mais en revanche, Le Parisien, il a un impact très fort sur les sujets de société. C'est-à-dire, alors, il est du côté de son lecteur. Quand on parle d'un remaniement et qu'on met Éric Dupond-Moretti en une avec la surprise du chef, on considère que c'est un peu la réaction que peut avoir le lecteur du Parisien.
en regardant la politique sous cet angle-là, ce qui veut quand même... Il y a une traduction à tout ça, c'est un choix politique, mais nous, on va toujours le prendre... c'est un peu le maître mot de la conception de la une du Parisien, c'est qu'est-ce que le lecteur attend. Alors tout ça, ça a un filtre quand même, c'est-à-dire c'est pas un réseau social, c'est pas uniquement la parole populaire qui va circuler, c'est-à-dire qu'il y a un décryptage, il y a un souci d'explication, il y a un souci de décrypter l'information et de ne pas la laisser couler comme sur le fil, comme sur un fil Twitter. Et puis le Parisien, c'est des prises de position de société sur le féminicide, sur comment on vit avec 1 000 €. Et cet impact-là se retrouve essentiellement dans les revues de presse le matin, et pas seulement dans les revues de presse le matin, mais surtout et souvent la bande passante des émissions de télévision et des chaînes d'infos qui ruissellent un peu dans tous les esprits. Jérôme Chapuis, vous êtes en distanciel, vous nous entendez ? Très bien, bonjour. Bonjour Jérôme. La Croix, vous le dites, c'est souvent démarqué par des valeurs et un devoir de nuance, de recul, un regard apaisé sur l'actualité. Vous parlez même, je crois, de fonction garde-barrière de la Croix. Pouvez-vous nous donner des exemples concrets, illustrer cette posture très originale, en fait, dans le paysage média français ? Oui, c'est vrai que l'un des rôles et l'une des grandes évolutions de ces dernières années dans le journalisme, c'est non pas de choisir ce dont on va parler, mais plutôt ce dont on ne va pas parler. Parce que, évidemment, avec la transformation de l'espace public depuis une quinzaine d'années sous l'effet des réseaux sociaux, tout le monde a accès à l'espace public, et notre fonction de journaliste, effectivement, c'est peut-être d'abord cette fonction de garde-barrière, gatekeepers, qui consiste à se dire, voilà, everything is fit to print, comme dit le New York Times, tout ce qui vaut le coup d'être vraiment publié. Ça, à la Croix, c'est très présent, d'abord pour des questions de moyens. Nous avons un journal dont la pagination n'est peut-être pas aussi importante que certains de nos concurrents, donc on fait des choix et on les assume. Et puis d'autre part, effectivement, il y a dans l'attente de nos lecteurs une attente de nuance, une attente de distance par rapport à la polémique. Alors la polémique, on aime ça, hein, la disputatio, au sens noble, vraiment, ça nous semble très important, surtout dans une société comme la société française qui produit beaucoup de radicalité en ce moment. Mais c'est un fait, dans l'ADN de la Croix, l'un de nos principes, c'est de ne pas foncer systématiquement sur toutes les moulettas. C'est un choix, c'est une stratégie. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on ne cherche pas à avoir de l'influence, de l'impact dans l'espace public. Sinon, on ne ferait pas de journalisme, on ne ferait pas un quotidien. On veut, pour nos lecteurs, d'abord avoir cette part de voix dans la conversation nationale. Et pour ça, eh bien, nos capteurs, ils sont plus que sur des lieux de pouvoir, disons, traditionnels et institutionnels. Ils sont placés notamment dans les ONG, dans le tissu associatif, les élus ruraux, la société civile. Je me demande d'ailleurs parfois si la Croix n'est pas finalement le plus régional des quotidiens nationaux. On a vu que ces lieux d'ailleurs pouvaient constituer des antichambres de la politique, hein, puisque une bonne partie des nouveaux maires, je pense à Grégory Doucet, le maire de Lyon par exemple, sont issus de ce milieu associatif, et ça nous permet de voir, très concrètement, certains sujets émerger. Je regardais dans la crise du Covid par exemple, on a parlé très tôt, nous, à la Croix, de la question de la solitude des aînés dans les EHPAD. J'ai le souvenir d'une une qu'on fait le 20 avril sur le syndrome de glissement. Je voudrais pas m'avancer trop, mais je pense que la Croix est le 28 avril dernier le premier journal national à faire sa une sur la génération Covid. Le souci des étudiants, de cette jeunesse dont on a senti très rapidement, parce que nos capteurs sont placés dans tous ces milieux associatifs. On l'a perçu très tôt, et effectivement l'un des soucis de la Croix, et là-dessus ça rejoint évidemment le travail que fait notamment le Parisien et que décrivait Marie-Christine Tabbé à l'instant, volonté vraiment de partir de la vie de nos lecteurs.
Merci Jérôme. L'étude 20 minutes a publié une étude en partenariat avec Opinionway sur le rapport des jeunes à la presse et à l'information. On va regarder rapidement une petite capsule qui décrit cette étude et puis ensuite on va vous permettre de réagir. Même si le premier confinement nous a appris à faire notre pain, les boulangers sont plus essentiels que les journalistes aux yeux des jeunes. En effet, 60% des 18-30 ans sauveraient les boulangers si l'une des deux professions venait à disparaître. Sacré coup de pelle, hein. Mais est-ce que ça doit nous étonner ? Pas vraiment en fait. La presse et les médias d'info en général font l'objet d'une vraie crise de confiance depuis déjà quelques années. 95% des 18-30 ans qui sont nos lecteurs et nos futurs lecteurs pensent que les politiques ont une influence sur les journalistes. Anecdote personnelle, j'ai un jour fait croire à un ami qu'on recevait tous les matins à la rédaction des éléments de langage de l'Élysée. Je vous déconseille de faire la même chose, tellement j'ai ramé pour lui faire comprendre que c'était une blague. L'indépendance des journalistes ? Personne n'y croit. Enfin si, 13% des jeunes. Et en même temps, ils sont 43% à penser qu'il existe des liens de connivence forts entre journalistes et personnes de pouvoir. Pouvoir politique, culturel, économique, etc. Et 23% des 18-30 ans pensent que les journalistes vivent en vase clos, totalement déconnectés du reste du monde. Résultat, ils sont 91% à estimer que les médias ne sont absolument pas représentatifs de l'ensemble des Français. Est-ce qu'on met tout de suite la tête dans le four à pain ? Non, bien sûr. D'abord, il y a quand même 4 jeunes sur 10 qui seraient prêts à faire leur pain à vie. C'est déjà un bon début. Mais aussi, surtout, nous devons nous interroger, nous remettre en question. Il nous faut retrouver de la proximité avec les lecteurs, les téléspectateurs, les auditeurs. Qu'est-ce qu'ils attendent de nous ? Lorsqu'on demande aux jeunes, les faits, et rien que les faits, arrivent en tête des réponses pour 29% d'entre eux. Il nous faut aussi être plus transparent sur la fabrique de l'info. Parce qu'en face de nous, on a une jeune génération consciente qui note par exemple à 63% la différence de contenu entre d'un côté les chaînes d'information en continu et de l'autre la presse d'information. Et 8 jeunes sur 10 notent une différence de traitement entre les deux. Et si nous sommes moins vitaux que les boulangers aux yeux d'une majorité de jeunes, ils reconnaissent tout de même l'importance et l'influence des médias. La presse est essentielle à la démocratie et ça, c'est l'opinion de 87% des 18-30 ans. Alors voilà, on a vu les résultats de cette étude. Moi, il y a un chiffre qui me marque, c'est le chiffre suivant. Pour 87% des jeunes, la presse d'information reste essentielle au bon fonctionnement de la démocratie. Est-ce que vous voulez bien, un petit peu en conclusion de ce panel, réagir, nous dire si ça vous rassure, si c'est lié au contexte, si c'est un bon présage ? C'est un chiffre qui est très rassurant, très encourageant et qui nous oblige d'une certaine manière parce que les jeunes lecteurs ont des exigences différentes de leurs prédécesseurs et de nos générations à nous. Donc il y a une forme de réactivité qu'il nous faut trouver à des phénomènes qui sont nouveaux, à une façon de lire l'information. Pour les jeunes générations, l'information telle que nous la traitons, nous, dans le journalisme classique français, elle est percutée, elle est en concurrence permanente avec ce qui s'appelle aussi de l'information et qui est véhiculé par les réseaux sociaux, mais dans lesquels il n'y a pas tous les filtres professionnels que nous mettons. J'insiste bien sur l'adjectif professionnel parce qu'on n'est pas là pour filtrer certaines opinions par rapport à d'autres ou certaines vérités par rapport à d'autres. On est là pour filtrer des choses qui sont des informations factuelles, vérifiées, recoupées et pertinentes par rapport à des choses qui sont des rumeurs, des incantations, des fantasmes et très souvent des fake news. Ces nouvelles générations-là sont très demandeuses d'informations, c'est ça que montre ce chiffre, et nous avons la faiblesse de penser, nous tous ici, que s'ils disent que la presse écrite doit jouer un rôle là-dedans, c'est parce qu'ils savent intuitivement ou déjà d'expérience que la presse écrite, c'est le lieu de cette vérification et de cette forme de certification. Donc oui, c'est très bien de lire ce chiffre, et oui, on est conscient que ça nous oblige beaucoup pour l'avenir. Absolument. Sylvain ? Oui, les jeunes Français ont compris que la presse, une presse pluraliste, une presse libre, c'était une condition de la démocratie. C'est
indispensable à la démocratie. On a vu aussi que tous nos journaux pouvaient très bien s'adapter à cette ère des réseaux sociaux. On peut pratiquer un journalisme d'impact. Finalement, les réseaux sociaux sont la caisse de résonance de nos intuitions, de nos combats. Je prends un exemple récent. Nous venons de publier cette couverture, donc l'entretien avec Camille Kouchner, qui a dénoncé l'inceste familial et qui a déclenché un mouvement de société. Donc on voit bien que nos journaux ont la capacité encore, et plus que jamais, grâce aux réseaux sociaux, d'avoir cette influence, et je pense que c'est ça qui est reconnu aussi par ce sondage. Marie-Christine, peut-être ? Oui, alors nous, on le constate au Parisien, parce que le Parisien, c'est un titre, enfin, ce sont tous des titres importants qui sont ici, et ces titres se digitalisent de plus en plus. Et nous, c'est quelque chose que l'on perçoit parce qu'on a beaucoup d'interactivité avec nos lecteurs qui nous écrivent fréquemment. Et on voit qu'on a une population de plus en plus jeune qui va sur le digital et qui prend le Parisien comme une de leurs principales sources d'information. Et on le voit dans le profil de nos lecteurs, parfois qui n'achèteraient pas un titre papier et qui, en revanche, sont friands de nos informations sur le numérique. La complémentarité. Guillaume ? Oui, effectivement, je pense que ce mot-clé, le mot-clé, c'est la complémentarité. À la fois complémentarité entre les versions papier de nos titres et leur déclinaison numérique, qui permet d'en élargir l'audience, parfois de la rajeunir aussi. Et complémentarité dans la consommation d'informations par ces jeunes, à la fois par les réseaux sociaux, qui sont évidemment le canal privilégié pour eux, et puis aussi par la presse, dont ils pressentent, et je pense que c'est une forme de maturité civique, citoyenne, dont ils pressentent la légitimité, la crédibilité. Et donc, ils font eux-mêmes la différence, et ça c'est vraiment une bonne nouvelle, entre ce qu'il peut y avoir sur leur compte Facebook, avec ce flux d'informations d'origine très diverses, et puis cette crédibilité d'une information estampillée avec des médias qui sont aussi des marques. Et ça, c'est un point important aussi. Tous les titres qu'on représente ici, ce sont des marques fortes, ce sont des marques qui ont une légitimité et une crédibilité, et je trouve qu'il est très encourageant de voir que celle-ci est reconnue, y compris par les jeunes générations. Jérôme ? Ça me réjouit beaucoup, d'abord parce que La Croix fait partie d'un groupe qui s'appelle Bayard et qui est leader sur la presse jeunesse. Je suis très heureux de constater que cette génération qui s'est éveillée à la conscience politique dans les années où Trump a été président américain ait conscience de la dimension tiers de confiance de la presse. Nous sommes là aussi pour réassurer l'espace médiatique, l'information, et ça, je pense que cette jeune génération en est très consciente. Et puis, ça rejoint aussi l'un des soucis de La Croix depuis quelques années, notamment par la relance d'un de ses titres, La Croix Campus, qui s'adresse vraiment aux lycéens et aux étudiants. Et il y a quelque chose qui me semble très important dans tout ça. Évidemment, c'est que chacun d'entre nous, je sais que nous le faisons tous, nous investissions dans l'éducation aux médias. Et puis, au sein du groupe Bayard, il y a un phénomène qui est assez passionnant ces derniers temps sur ce point-là, c'est le fait que les grands-parents abonnent beaucoup et de plus en plus leurs enfants à la presse, et pas seulement à la presse jeune. On voit aussi des grands-parents qui abonnent de plus en plus des jeunes, des étudiants à la Croix. Étienne, vous voulez réagir à ce chiffre également ? Et évidemment que la presse est essentielle au débat démocratique. D'ailleurs, il y en a qui s'y trompent pas. Ce sont ceux qui veulent s'en prendre à la démocratie, notamment l'État islamique, qui a attaqué Charlie Hebdo. Donc, c'est pas un hasard du tout, c'est parce que la presse est essentielle, c'est un rouage essentiel de nos démocraties. Et puis, par ailleurs, dans les grandes puissances mondiales, prenez Mark Zuckerberg, d'ailleurs, dont le Point a obtenu l'interview il y a quelques mois. Mais Mark Zuckerberg, il veut un journal, il a le média le plus puissant du monde, qui est Facebook, mais il veut s'exprimer dans le Point. Il veut, par ailleurs, du papier, ce qui est amusant. Et donc, on voit bien que tous les géants de la tech, on les a tous eus, le patron de Huawei, Ren Zhengfei par exemple, ou le patron d'Uber, ils veulent parler dans les journaux parce qu'ils savent que c'est ça qui est prescripteur, c'est ça qui reste, c'est ça qui dure et c'est ça qui a du poids dans un débat démocratique. Et ils s'expriment sur des questions qui sont des questions d'intérêt général dans les journaux, et dans le Point en particulier récemment. C'est dans la presse que ça se passe, le fond du débat.
Merci Étienne, merci à tous. Je crois qu'on a eu une belle illustration du pluralisme, de la liberté de choix et de pensée. Donc merci à tous et à bientôt.